propose que nous démarrions. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Madame Claire Lecomte d'être avec nous ce soir pour cette réflexion et cet échange. Donc nous vous accueillons bien volontiers avec Jean-Marc Lattra, l'adjoint délégué à l'éducation, Anne-Marie Chirouze, vice-présidente du CCAS, pour une rencontre qui avait été convenue dans son principe il y a déjà quelques mois avec les représentants des parents et de l'ensemble de la communauté éducative, des enseignants bien sûr aussi, à l'occasion d'un comité consultatif sur l'aménagement du rythme scolaire qui avait conclu la phase de réflexion précédente. Nous avions choisi de poursuivre notre réflexion et de solliciter un sachant qui puisse nous éclairer d'une réflexion sur les enjeux que nous voulons partager. Le sujet ce soir, c'est de manière assez ambitieuse, avec la volonté d'un atterrissage pratique, de parler à la fois de l'école et de la vie de l'enfant, et en particulier du sujet des rythmes, qui est le vôtre, madame, et qui est celui sur lequel notre réflexion est engagée, et sur lequel des décisions sont à venir. Donc une réflexion pour éclairer des décisions que la ville devra prendre, en relation bien sûr avec l'éducation nationale, dans l'intérêt à la fois des enfants et de leur famille. La ville et l'éducation nationale, je pense, dans ce débat et dans ces décisions à prendre, sont fondamentalement au service des enfants et des familles, de l'intérêt des enfants et des familles. Juste quelques éléments à la fois pour vous, et je pense que vous le connaissez, et puis de rappel un petit peu, qui est l'engagement fort de la ville autour des réflexions et des politiques menées autour de ces enjeux de rythme, puisque dès 1996, à l'occasion d'une initiative ancienne maintenant, qui avait été lancée par le gouvernement de l'époque, la ville de Cré avait choisi d'expérimenter d'abord, de prolonger ensuite, ce qui s'appelait, alors je sais que le terme ne vous satisfait pas tout à fait, et c'était comme ça que les choses étaient intitulées à l'époque, une initiative d'aménagement des rythmes scolaires, que nous avions menée avec un grand degré de liberté, à la fois sur l'organisation de la journée. Les journées à Cré étaient un peu différentes, on n'est jamais sur des différences si considérable, mais un peu différente de ce qui pouvait se passer dans d'autres écoles qui n'entraient pas dans cette expérimentation qui elle-même pouvait être différente d'une ville à une autre. Les semaines étaient différentes et en particulier nous avons maintenu à Cré beaucoup plus longtemps que d'autres l'école le samedi matin, ou en tout cas certains samedis étaient dits libérés, mais d'autres étaient avec enseignement. Et puis, dans l'année aussi, puisqu'il y a eu toute une période où la rentrée à Cré était plus précoce, et ça a duré un peu moins longtemps, pour des raisons climatiques, la sortie en fin d'année scolaire était plus tardive. Donc ce régime, différent de ce qui pouvait se passer ailleurs, a duré longtemps, et nous sommes encore en bonne part sous cette logique-là, puisque ça a été installé en 1996, dans le cadre de ce qui était d'abord une expérimentation, qui ensuite a été poursuivie, qui a fait l'objet d'un son d'évaluation, et aussi la mobilisation de chercheurs dans ce domaine, puisque nous avions eu l'occasion, à un moment, à plusieurs reprises d'ailleurs, d'être éclairés par le professeur Testu, qui est un de vos collègues très impliqués dans ces domaines. Notre réflexion portait non seulement sur les éléments de calendrier, mais aussi sur les enjeux d'activité, ce que nous connaissons aujourd'hui à Cré, qu'on appelle les activités qui se déroulent dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires en activités périscolaires, étant dit qu'il a toujours été voulu que ces activités soient proposées et menées avec le plus de cohérence possible avec la vie de l'enfant, y compris la vie de l'enfant dans ces activités scolaires. On a connu au fil des années un son d'évolution. Le tapis, en quelque sorte, a été retiré à un moment sous nos pieds sur la question de l'école le samedi matin. Et puis, notre
manière de faire s'est tout de même au fil du temps un peu rapprochée, pas complètement de schémas nationaux, et par ailleurs, les activités périscolaires ont été étendues aux enfants maternels, ce qui n'était pas le cas dans le projet initial. L'engagement fort de la ville est aussi un engagement en termes de moyens mis en œuvre. C'est un engagement budgétaire tout à fait assumé et voulu par la ville. C'est un engagement qui a un coût, nous l'assumons, c'est important qu'on le sache, puisque cette politique d'aménagement des rythmes scolaires à créer engage un budget de 555 € par an et par enfant. La réflexion pour 2018 est une réflexion donc, qui avait été engagée en préparation de la rentrée 2018. Et au final, il avait été décidé, à la fin de l'année scolaire 2017-2018, de poursuivre la réflexion pour, en particulier, être sur une décision pleinement réfléchie, discutée, éclairée, notre conférence, et en insistant, autant qu'il est possible, sur le fait que la décision que nous aurons à prendre n'est pas une décision simplement sur le thème 4 jours, 4 jours et demi. Le débat national a largement été un débat 4 jours et demi. On ne s'est pas inscrit là-dedans, on n'a pas très envie de s'inscrire dans ce seul débat. De même que la ville, au moment de l'introduction dite des TAPS, n'est pas rentrée ni dans la polémique, ni dans la transformation de notre projet. On a continué de faire ce qu'on faisait. Les TAPS, c'est un cadre national qui avait été marqué, qui pouvait introduire un centre de financement, tout ça est très bien, mais fondamentalement, on est resté sur la pratique de l'aménagement des rythmes scolaires que nous avions. Donc il y a eu un moment, un débat dans un sens, changement de gouvernement, un débat dans un autre sens. Nous, on a essayé de ne pas perdre notre sens de l'orientation, ni quand ça a bougé dans un sens, ni quand ça a bougé dans un autre sens, et les choses se sont toujours bien passées avec l'inspection d'académie, qui a toujours assumé qu'il y ait une grande autonomie de la manière dont on pratiquait à Cré, et on l'a vu encore avec le calendrier scolaire cette année. Alors, la réflexion, il y a une brique importante de la réflexion ce soir, elle se poursuivra évidemment après. Il y a des réflexions par école actuellement, par site scolaire. Il y aura un comité consultatif de l'aménagement des rythmes scolaires d'ici quelques semaines. Moi, je peux simplement redire ce qu'on a dit souvent avec Jean-Marc en particulier, c'est qu'on souhaite que la voie crétoise, le chemin crétois qu'on choisira, soit défini de la manière la plus libre, de nouveau, liberté par école, qu'on use de cette liberté ou pas, mais il n'y a pas de contrainte a priori que toutes les écoles aient le même choix. Je rappelle par ailleurs qu'il n'y a pas à créer de carte scolaire et que les parents sont absolument libres d'inscrire leurs enfants dans l'école qu'ils souhaitent, avec évidemment des limites liées aux capacités d'accueil, mais qu'il n'y a pas de carte scolaire. Ensuite, une grande liberté sur l'organisation de la journée, sur l'organisation de la semaine et sur l'organisation de l'année. La liberté, ça ne veut pas dire du caprice, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, évidemment, mais il n'y a pas de contrainte a priori. Liberté aussi, parce que la question du rythme est une question importante, c'est plutôt la question de ce soir, mais une grande liberté que nous souhaitons dans la réflexion sur l'évolution des activités. Les activités, il y a un schéma qui a été tracé il y a plus de 20 ans maintenant, il nous paraît plutôt bon, je crois que les activités sont globalement appréciées, mais ce n'est pas non plus écrit pour l'éternité, ça a connu au demeurant un son d'évolution, ça peut en connaître encore, ça peut être à l'occasion de la réflexion de la rentrée à venir, ça peut être à d'autres moments. En tout cas, ayons en tête que la réflexion et l'amélioration de ces activités doivent être tout le temps ouvertes. Il n'y a pas de contrainte a priori de la part de l'éducation nationale. Évidemment, la ville ne prend pas sa décision seule, c'est une décision conjointe de la ville et de l'inspection d'académie. Mais ce que je comprends de la relation qu'on a eue aussi bien avec l'inspecteur d'académie, avec l'inspecteur de circonscription ici, c'est qu'on a de grands degrés de liberté et c'est à nous de proposer et évidemment de défendre le schéma que nous avons envie d'adopter. Et que d'ailleurs, le fait qu'on ait laissé passer la polémique en quelque sorte et le débat de l'an dernier sur 4 jours, 4 jours et demi, fait que pour, moi je le raisonne plutôt comme ça, pour l'inspection d'académie,
La situation crétoise est une situation en tant que telle, et au fond, on ne nous rapporte pas nécessairement à ce qui se passe ailleurs. Donc ça ne leur pose pas de problème de principe en tant que tel. Le débat était plus compliqué à gérer l'an dernier, où l'inspecteur d'académie avait à gérer le passage global, 4 jours et demi, il se disait, oh là là, une école, l'autre, etc. Là, on a clairement marqué qu'il y avait une particularité crétoise, et qu'on peut orienter et décider tel que nous le souhaitons, et à l'issue des concertations et des discussions qui sont en cours. Voilà, c'est à peu près ce que je souhaitais dire en introduction, en laissant à Claire Lecomte, qui est une spécialiste reconnue de ce sujet, le soin de nous en dire davantage. Madame, le plus simple est probablement, après que je vous ai rapidement présenté, que je vous passe la parole, donc vous êtes professeur honoraire de psychologie de l'éducation, chronobiologiste et spécialiste des rythmes de l'enfant et de l'adolescent à l'université de Lille 3. Vous avez été auteur d'un ouvrage en particulier, Des rythmes de vie au rythme scolaire, une histoire sans fin, paru en 2014. Vous avez accompagné plusieurs collectivités dans leur réflexion sur l'aménagement des rythmes, ce que vous faites avec nous ce soir, je vous en remercie. Et à travers plusieurs publications, conférences, vous exposez votre point de vue, alimenté par les constats du terrain que vous avez pu opérer. Donc, je vais vous laisser intervenir, conduire la discussion avec toutes celles et tous ceux qui sont dans cette salle et que je remercie pour leur présence, de la manière que vous souhaiterez, de sorte que ce soit le plus interactif et aussi le plus libre possible. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour prolonger un peu ma présentation parce que ça me semble toujours important de légitimer finalement ma présence dans des débats comme cela. C'est vraiment très important pour moi. Alors effectivement, je suis professeur honoraire de psychologie de l'éducation, ce qui veut dire que je me suis intéressée pendant des décennies à ce qui fait éducation chez l'enfant. J'ai travaillé avec des pays étrangers, avec le Canada, avec la Belgique, avec la Hollande, parce qu'ils ont des orientations éducatives très très particulières, justement, ce qui est intéressant. Et j'ai eu la chance également, pendant cette période où j'étais donc enseignante en psychologie de l'éducation, de former beaucoup de professeurs des écoles. Tout simplement parce que, après la loi de 89 de Jospin, sur la loi d'orientation pour l'école, ont été créés les IUFM. Et il y avait eu des appels à projets pédagogiques lancés dans les universités qui proposaient aux enseignants-chercheurs qui le souhaitaient de mettre en place des modules spécifiques de formation en licence pour tous ceux qui voulaient candidater à l'IUFM. C'est donc ce que j'ai mis en place en licence de psychologie. Il y avait 2 modules spécifiques en psychodéducation et puis sur les processus d'évaluation et qui s'adressaient donc à des étudiants de licence de psycho qui voulaient devenir professeurs des écoles. Donc j'ai fait ça pendant plus de 20 ans et j'étais responsable de ça, ce qui m'a permis de garder beaucoup de contacts avec ces professeurs des écoles une fois nommés et donc de pouvoir bien travailler dans les écoles avec eux puisque évidemment j'avais les portes grandes ouvertes pour que mes étudiants aillent faire des stages chez eux et qu'on travaille avec ces écoles. J'ai créé le centre de formation des psychologues scolaires de Lille qui émane également de la loi de 89, ce qui m'a permis de travailler avec les RASED, forcément. Et ce qui m'a aussi permis de travailler avec beaucoup d'académies, puisque les stagiaires que j'avais étaient des enseignants qui avaient une licence de psychologie et qui étaient en détachement pendant 1 an pour suivre ce diplôme d'État et venaient des Ardennes jusqu'à la Seine-Maritime. Donc moi je couvrais tous ces départements-là, ce qui m'a permis également de voir à quel point il y a des différences dans les fonctionnements des académies. D'une académie à l'autre, c'est pas du tout la même chose et on parle toujours d'éducation nationale, mais finalement il y a des vraies différences qui existent. Et puis je suis effectivement chercheur en chronobiologie. Ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement que j'ai eu la chance, une fois que je suis rentrée à l'université comme enseignant-chercheur, de participer à la mise en place d'un laboratoire du sommeil qui nous a permis de faire de la recherche fondamentale pendant plusieurs années sur le rôle qu'a le sommeil sur les apprentissages nouveaux qu'on est en train de faire. Et c'était vraiment de la recherche fondamentale, puisque les précédents articles portaient sur l'animal, mais il y avait très peu de choses qui étaient faites chez l'homme à l'époque. Et donc j'ai participé à ces recherches-là pendant une dizaine d'années, avec des jeunes adultes tout venant et qui acceptaient de participer à nos travaux et qui venaient passer une semaine de nuitée dans notre laboratoire. Et
on leur faisait apprendre des choses complètement nouvelles par rapport à ce qu'ils faisaient par ailleurs, pour que nous, on puisse voir la nuit ce qui se passe pendant leur sommeil, alors qu'ils apprennent ces choses nouvelles. Et pendant ces années de recherche fondamentale, j'ai travaillé 3 ans au CHR de Lille, où là j'ai travaillé avec le service d'accueil des grands prématurés. Parce que à cette époque-là, les bébés naissaient de plus en plus jeunes, de plus en plus immatures, avec un point de naissance de plus en plus petit. Et les médecins mettaient tout en œuvre pour faire survivre le mieux possible ces bébés, mais se rendaient compte eux aussi qu'en grandissant, ils présentaient quand même pas mal de difficultés, de problèmes divers, parmi lesquels des troubles du sommeil. Et donc finalement, l'idée de ce travail avec ce service-là était de voir si on ne pouvait pas prévenir ces troubles du sommeil. Et on a donc travaillé à une amélioration du premier milieu de vie de ces bébés, de telle manière qu'on est parvenu, avec cette amélioration, à respecter le rythme des enfants. Parce qu'on s'était rendu compte que le milieu était beaucoup trop homogène, et finalement ne leur permettait plus de développer, comme ils l'auraient fait dans le ventre de la maman, leur propre rythme biologique. Et donc ça a été notre travail pendant 3 ans. On a constaté qu'effectivement cette amélioration de l'environnement a permis qu'arrivés à l'âge normal du terme, ces bébés avaient le même niveau de maturation de leur rythme veille-sommeil que ne l'avaient les bébés nés à terme. Et on les a suivis jusqu'à l'âge de 3 ans et on a constaté qu'ils ne présentaient plus tous ces troubles du sommeil, qui étaient en grande partie liés au fait qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place un rythme normal. Et finalement, à partir du moment où ces travaux ont été connus, j'ai été contactée par des chefs d'établissement scolaire qui en gros me disaient, puisque ça marche chez le bébé, pourquoi ça ne marcherait pas chez l'enfant plus grand? Et j'ai commencé ces travaux sur le terrain, en parallèle avec mes recherches fondamentales en labo, au début des années 80. Donc ça commence à remonter. Tout simplement au début des années 80, parce qu'il y a eu énormément de contrats signés entre l'État et les régions, l'État et les collectivités, l'État et les municipalités, etc., qui étaient des contrats d'aménagement du temps de l'enfant, des contrats ARS, aménagement des rythmes scolaires, les contrats villes, les contrats bleus, etc. Il y a eu une foultitude de contrats à partir du début des années 80. Et donc moi j'ai bénéficié de tous ces contrats-là pour mettre en place des aménagements nouveaux, originaux, vraiment innovants, dans le cadre de ces contrats-là. Et j'ai aussi participé à ce dont parlait M. Mariton tout à l'heure, à savoir la mise en place en 1995 de ces ARVEJ, c'était des ARVEJ à l'époque, aménagement des rythmes de vie de l'enfant et du jeune, à la suite de la campagne présidentielle au cours de laquelle le président de l'époque avait dit qu'il réformerait les rythmes scolaires. C'est pour ça que mon livre s'appelle L'Histoire sans fin, parce qu'on a l'impression que tous les 3-4 ans, on remet une réforme des rythmes scolaires en place sans jamais aboutir. C'est quand même un peu désolant, d'autant qu'on est le seul pays à le faire. Ça ne se passe nulle part ailleurs, ailleurs c'est installé pour de bon, et ça ne bouge pas, et tout le monde est content, et puis chez nous, non, tous les 3-4 ans, on remet la chose sur la table, et puis on se remet à réfléchir. Et c'est quand même désolant, parce que on devrait depuis longtemps avoir une bonne connaissance de ce qui est le mieux pour les enfants. Tout simplement parce que, de fait, il est un terme que j'ai éliminé de mon vocabulaire depuis longtemps, c'est le terme rythme scolaire. Ça fait longtemps que je dis que je ne veux pas parler de rythme scolaire parce que c'est un terme qui est un terme inventé, un terme construit, c'est pas une science, les rythmes scolaires. Il n'y a absolument aucune donnée scientifique qui porte sur les rythmes scolaires. C'est un terme franco-français qui n'existe lui non plus nulle part ailleurs. Je me fais souvent un petit peu bousculer par des journalistes étrangers qui m'appellent et qui me disent « Alors, vos rythmes scolaires, vous en êtes où ?» Parce que ça les perturbe aussi. Je suis bien obligée de dire « Ah ben on recommence, c'est reparti ». Donc c'est un terme inventé, qui a été inventé dans les années 70-80, pas du tout par hasard, tout simplement parce qu'à cette époque-là, il y a eu un véritable bouillonnement intellectuel dans notre pays qui s'intéressait à cette problématique, parce que dans les années 50-60, on a fait des tas d'expériences en France, mais également à l'étranger, pour valider l'existence des rythmes biologiques. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour qu'il y ait ces expériences, alors que depuis l'Antiquité on en parle, mais ce sont ces expériences du milieu du XXe siècle qui ont validé l'existence des rythmes biologiques, qui ont donc donné naissance à cette science qu'on appelle la chronobiologie, et qui alors a été reconnue par l'Académie des sciences.
Donc effectivement, la chronobiologie est une science reconnue, elle traite du fonctionnement des rythmes biologiques, et il y a eu donc ce bouillonnement intellectuel dans les années 70-80 parce que tout le monde s'intéressait à cette nouveauté, la connaissance des rythmes biologiques, et chacun s'interrogeait sur respecte-t-on suffisamment les rythmes biologiques des enfants. Et finalement, ce terme, quand il a été inventé, on pouvait le définir. Il voulait dire comment aménager l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques de l'enfant. C'est ça qu'il voulait dire. Comment aménager l'emploi du temps scolaire pour mieux respecter les rythmes biologiques des enfants. Il faut que vous sachiez que ce bouillonnement intellectuel a donné lieu à un conseil économique et social en 1979 qui ne traitait que de cette question-là. Et en 1980, il y a une publication, un rapport qui est sorti et qui traitait de l'aménagement des rythmes scolaires, 1980, avec des modifications proposées pour la journée scolaire, pour la semaine scolaire et pour l'année scolaire. Et en 2018, on en parle toujours. Donc c'est bien sans fin. Pourquoi je l'ai éliminé de mon vocabulaire? D'une part parce que sur le plan scientifique, il ne veut rien dire, j'y reviendrai éventuellement, mais surtout parce qu'on voit bien qu'on ne s'intéresse qu'à l'emploi du temps scolaire. C'est sa définition même. Réaménager l'emploi du temps scolaire. Alors, ce n'est pas moi qui suis enseignante qui vais dire qu'aménager au mieux les emplois du temps scolaire, c'est pas important. Mais c'est peut-être ce qu'on fait le moins, justement. C'est qu'on reste toujours sur les mêmes emplois du temps scolaire, au lieu d'essayer de se dire qu'on pourrait les bousculer, voire une autre forme d'organisation. Mais il faut quand même se rappeler à quoi correspond ce temps scolaire. Quand on parle de l'emploi du temps scolaire, c'est quoi le temps scolaire? Eh bien, effectivement, depuis 2008, c'est-à-dire depuis la loi, le décret d'Arcos, les enfants sont passés à 24 heures semaine, alors qu'auparavant ils étaient à 26 heures, et le temps scolaire obligatoire pour tous les enfants est donc passé à 864 heures annuelles. C'est le temps scolaire obligatoire. 864 heures, ça peut paraître beaucoup, certains disent qu'on est... c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde dans l'ensemble des pays, on est à la moyenne de l'ensemble des pays. Surtout qu'il faut retirer les jours fériés, qu'il faut retirer aussi tous les temps de récréation que n'ont pas forcément les autres pays parce qu'ils ne fonctionnent pas sur les mêmes journées que nous, etc. Donc non, c'est pas si énorme que ça, mais surtout, ça ne correspond qu'à moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Moins de 10% du temps de vie total de l'enfant. Le temps de vie total d'un enfant, c'est 24 heures multiplié par 365 jours. Ça veut dire qu'au bout d'une année, l'enfant a vécu 8760 heures temps de vie. Eh bien, 864 heures, c'est moins de 10% des 8760 heures temps de vie de l'enfant. Et quand on parle des rythmes scolaires, on donne l'impression de s'intéresser qu'à ces 10%-là. Comme si les 90% restants n'avaient aucun intérêt pour son éducation, son développement, son évolution, ses apprentissages, etc. Alors, évidemment, quand on le présente comme ça, c'est un petit peu provocateur et c'est volontaire, parce qu'il est évident que ces 90% comptent tout autant. Mais on n'en tient pas compte quand on parle des rythmes scolaires. Donc ça fait des années que je parle, quant à moi, de l'aménagement des temps de l'enfant, et certainement pas de l'aménagement des rythmes scolaires. Je parle de l'aménagement des temps de l'enfant pour me préoccuper de tous les temps de l'enfant, des contenus de ces temps, des pratiques qu'on met en œuvre pour pouvoir mettre en place ces contenus, etc. Et je ne m'intéresse pas au rythme scolaire. Alors c'est très très différent, parce qu'on voit bien à ce moment-là que tout le monde, tous les adultes qui accompagnent l'enfant, ont une part de responsabilité par rapport à cet aménagement-là. Ce n'est pas que le temps scolaire qu'on aménage, on doit aussi l'aménager, mais ça n'est pas que lui, ce sont tous les temps. Et d'ailleurs, je m'appuie toujours par rapport à cela sur deux livres qui étaient à l'époque vraiment en tête de gondole, si je puis dire. Le premier de ces livres, c'est celui d'un chercheur en chronobiologie qui est un des pères de la chronobiologie française. C'est Alain Reinberg, qui est décédé il y a juste un an. Ça fait juste un an qu'il est décédé. C'est vraiment un des pères de la chronobiologie française, et il avait publié un livre à l'époque qui s'appelait « Des rythmes biologiques à la chronobiologie ». Et dans ce livre, il avait fait tout un chapitre qui s'adressait à l'enfant, qui se préoccupait de l'enfant, et dans ce chapitre, il ne cessait d'expliquer à quel point il est important de respecter les rythmes biologiques des enfants. Et puis il avait dit en conclusion, et ça c'est quelque chose qui m'est toujours resté, c'est que pour bien les respecter, il faut d'abord bien les connaître.
Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette réforme, et début 2013, j'ai pris mon bâton pèlerin pour apporter ces connaissances-là en disant ne faisons pas cette réforme sans se donner les moyens de savoir comment fonctionnent les rythmes biologiques des enfants et ce qu'il faut faire pour les respecter. Et puis l'autre livre qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque, c'était celui d'un pédiatre qui s'appelait Guy Vermel et qui avait publié un bouquin qui s'appelait « La fatigue à l'école ». Et dans ce livre, il mettait en évidence toutes les causes de fatigue des enfants qu'il venaient consulter dans son cabinet de pédiatre. En 2001, il a participé à un congrès au cours duquel il a fait une conférence. Et évidemment, à la fin de cette conférence, on l'a interrogé sur ce livre, en lui disant « Mais est-ce qu'en 2001, ce livre a toujours autant d'intérêt qu'il n'en avait dans les années 70 ?» Sa réponse a bien sûr été affirmative, en disant évidemment qu'il a toujours autant d'importance, en affirmant même qu'il y en avait probablement plus en 2001 qu'il n'en avait dans les années 70, en disant qu'il avait beaucoup plus d'enfants qui venaient le consulter pour fatigue en 2001 qu'il n'en avait dans les années 70. Mais il avait aussi ajouté à cela, mais si je réécrivais ce livre aujourd'hui, je ne l'appellerais plus la fatigue à l'école, je l'appellerais la fatigue de l'enfant. Et ce qu'il exprimait à travers ça, c'est que c'est bien l'enfant dans sa globalité qui est fatigué, et ce n'est pas l'écolier qui est fatigué. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que ça veut bien dire qu'on a tous sa part de responsabilité dans la fatigue de l'enfant. Si on ne veut pas l'entendre, vous pourrez faire ce que vous voulez, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, vous aurez des enfants fatigués. Ça, c'est très clair. Alors effectivement, ce sont des rythmes biologiques de nos enfants dont je vais vous parler, parce que ça me paraît absolument fondamental, et que malheureusement, on l'a contourné, puisque quand j'avais participé aux ateliers de concertation en 2012, ayant déjà une trentaine d'années d'expérience dans ce domaine-là, je disais, prenons le temps de former et d'informer tous ceux qui vont accompagner cette réforme, ne serait-ce que sur les besoins de l'enfant et ses rythmes biologiques. Et puis j'avais aussi expliqué que c'était important de travailler également sur la construction de partenariats, parce que ça ne tombe pas du ciel. Et à chaque fois, on m'avait dit, quand je posais ça comme impératif pour moi, on me disait « Claire, arrête de demander du temps. » En 2014, il y a les municipales. Voilà. Et je me souviens avoir dit, si le temps politique est une fois de plus important que le temps de l'enfant, c'est encore une réforme qui est vouée à l'échec, forcément. Et c'est vraiment très très dommage, parce qu'elle avait des belles ambitions, cette réforme. Et je crois qu'on les a un petit peu oubliées, ces ambitions-là. Et je vais en dire 2 mots quand même pour les rappeler, parce que l'ambition première de la réforme de 2013, de janvier 2013, c'était, comme l'avait dit François Hollande quand il a récupéré le dossier, le rapport à la suite de ses ateliers de concertation, ce n'est pas la clé de tout, mais c'est le premier levier de la réussite des enfants. Le premier levier de la réussite des enfants. Et c'est également ce qu'avait dit le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Peillon, dans la lettre au maire, qu'il avait alors envoyée en janvier 2013, en disant que grâce à cette réforme, on allait pouvoir véritablement bousculer le fonctionnement de l'école, bousculer les pratiques des enseignants et permettre effectivement à chaque enfant d'être dans de meilleures conditions d'apprentissage et de réussite. Donc ça, ce sont des ambitions que moi je n'ai jamais oubliées. Et dans toutes les communes que j'ai accompagnées depuis le début de la réforme et depuis 2013, je disais, rappelons-nous les ambitions. Et l'ambition première, c'est d'abord et avant tout davantage de réussite à l'école pour tous les enfants et bousculer le fonctionnement de l'école et faire en sorte que les pratiques des enseignants soient bousculées en même temps parce qu'on aura bousculé ce temps-là. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup bousculé le temps scolaire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça a été le premier temps de mon travail et j'ai travaillé avec les enseignants, bien évidemment, pour faire ça. Alors ces rythmes biologiques, qu'en sait-on? On sait d'une part que c'est une propriété de la vie, puisque tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, possèdent des rythmes biologiques. C'est vrai pour les plantes, qui en possèdent toutes, c'est vrai également pour les algues unicellulaires, qui, bien que n'ayant qu'une seule cellule, ont des rythmes biologiques. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants, parce que c'est une propriété de la vie. Ils sont génétiquement programmés, ce qui veut dire que chacun d'entre nous possède un programme génétique relatif à ces rythmes biologiques, qui génère évidemment des différences interindividuelles. Ça veut dire que dans cette salle, je suis absolument persuadée que chacun d'entre nous n'a pas les mêmes rythmes que son voisin. Et pourtant, tous, nous nous obligeons
depuis notre naissance, à nous adapter à une journée de 24 heures. Parce que ça, c'est un rythme social qui nous est imposé, mais qui n'est pas forcément notre propre rythme biologique. Et ça, je crois qu'on ne le sait pas assez, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs chez les adultes, en ne constatant pas que certaines dépressions sont liées justement au fait qu'on ne respecte pas suffisamment leurs besoins et leur rythme biologique. Si ça génère des différences interindividuelles, ça veut dire, et c'est vrai, qu'il n'y a que les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux qui viennent du même œuf, qui peuvent avoir les mêmes rythmes. Même des jumeaux dizygotes, provenant de 2 œufs différents, peuvent avoir des rythmes différents. Et malheureusement, quand on a une fratrie qui peut être importante, eh bien chaque enfant peut avoir ses propres rythmes. C'est pas toujours facile à gérer, parce qu'il y a parfois des plus grands qui ont des besoins différents des plus petits, qui ne vont pas forcément dans le même sens, et dans le bon sens. J'en parle en connaissance de cause, en ayant 5 à la maison, et en sachant de quoi je parle. C'est comme ça. Ces différences interindividuelles, il faut que vous le sachiez, il y en a une qui apparaît très tôt. Elle apparaît dès la première année de vie de l'enfant, j'y reviendrai tout à l'heure, et on devrait effectivement la prendre en considération, puisque ça devrait être respecté, et on voit bien, et on le verra en tout cas dans mon exposé, que finalement, on ne respecte pas cette différence interindividuelle. Parce que quand on est en maternelle, on a la classe des petites sections, des moyennes sections et des grandes sections, et ça marche différemment selon ces âges-là, mais pas en fonction des différences des enfants. Et là-dessus aussi, j'y reviendrai. Savoir encore que tous ces rythmes biologiques, ils sont portés effectivement par, en particulier, une horloge que l'on a, qui se trouve au niveau de notre cerveau, et qui a une importance capitale étant donné l'emplacement qu'elle a. Elle se trouve juste derrière les yeux, cette horloge. Elle est au-dessus du croisement de nos nerfs optiques, c'est-à-dire qu'elle est juste derrière les yeux. Et pourquoi elle a beaucoup d'importance? Parce que c'est la seule horloge qui voit les changements dans l'environnement. Elle est derrière les yeux, donc c'est elle qui voit le passage du jour à la nuit, de la lumière à l'obscurité, etc. Et finalement, le rôle qu'elle a, c'est celui de chef d'orchestre, qui indique à tous les systèmes qui ont une rythmicité qui doit être respectée, s'ils doivent se mettre en route ou s'arrêter. Donc elle est vraiment fondamentale. D'où l'importance de la respecter. Et j'espère qu'à la fin de ma conférence, vous comprendrez que parfois, on est très loin de respecter cette horloge-là, qui a de vrais besoins. Savoir encore que tout le monde dit à l'envi qu'il faut respecter les rythmes biologiques des enfants. Ok, mais ça veut dire quoi, respecter les rythmes biologiques des enfants? Alors chacun apporte sa propre perception du respect des rythmes biologiques des enfants, et puis sans vouloir revenir sur le débat que M. Mariton lui-même veut écarter, je le comprends tout à fait, on voit bien qu'on n'arrive pas à le faire, puisque tantôt on est à 4 jours et demi, tantôt on revient à 4 jours, tantôt on ne sait pas trop, donc on ne sait pas. On ne sait pas trop ce que c'est que respecter les rythmes biologiques. Alors moi, je vais vous en donner une définition ce soir. Je vais également vous en donner un exemple concret. Et puis après cet exemple concret, je vous poserai 2 questions et je verrai quel type de réponse vous m'apporterez. Alors savoir déjà que tout événement qui varie au cours du temps n'est pas forcément rythmé. Un événement est dit rythmé si c'est un événement qui se modifie avec une certaine périodicité pour revenir à l'identique. C'est vraiment un événement qui va se reproduire à l'identique en fonction d'une certaine périodicité. Ça, c'est un événement rythmé. Et quand je dis que tout ce qui change au cours d'une journée n'est pas forcément rythmé, c'est que parfois on croit qu'on a une capacité attentionnelle qui varie en fonction d'une certaine rythmicité, et puis on s'aperçoit que non, c'est parce qu'on n'a pas bien dormi la nuit, ou bien qu'on est énervé, ou bien qu'on n'est pas intéressé par ce qu'on fait. Et donc on a de vraies variations au cours du temps de nos capacités attentionnelles, mais qui n'ont strictement rien à voir avec une rythmicité au sens où je viens de la définir. La période d'un rythme, c'est la durée qui sépare un événement avec sa réapparition à l'identique à un temps t plus 1. La période, c'est ce temps-là, t plus 1, qui sépare 2 événements identiques. Chez les humains, tous nos rythmes sont catégorisés selon 3 grandes périodes. La période des rythmes que l'on appelle circadiens.
Circadien, c'est un terme qui vient du latin. Circa, c'est environ. Et dia, ça vient de dies, le jour. Donc ce sont tous les rythmes dont la période est d'environ 24 heures, autour de 24 heures, environ le jour. On a des rythmes dont la période est plus longue. On dit d'eux qu'ils sont infradiens. Et on a encore des rythmes dont la période est plus courte, on les appelle ultradiens. Respecter les rythmes de l'enfant, comme de l'adulte, comme de l'adolescent, c'est respecter tous ces rythmes-là, qu'ils soient circadiens, ultradiens ou infradiens. C'est bien pour ça que ce sont tous les temps qui doivent être aménagés. Alors, ma définition du respect des rythmes biologiques, c'est en fait respecter la synchronisation des systèmes qui ont une rythmicité biologique identique. C'est ça. Tout système a sa propre rythmicité, circadienne, ou infradienne, ou ultradienne, et respecter nos rythmes biologiques, c'est respecter la synchronisation de ces horloges biologiques quand elles ont la même périodicité. Quand elles ont la même périodicité. L'exemple que je vais vous prendre, c'est celui de la périodicité circadienne. Je vais vous montrer ce que signifie respecter les rythmes de nos enfants sur une périodicité circadienne. Au cours de cette périodicité circadienne, on a un rythme qu'on appelle veille-sommeil ou encore activité-repos, avec cette idée qu'il y a constamment un lien entre la veille et le sommeil. C'est ça qui est sous-entendu dans cette appellation rythme veille-sommeil, qui est effectivement circadien, forcément. Ce lien, vous le connaissez. Je pense que vous avez tous testé le fait que quand votre journée s'est bien passée, vous avez plutôt tendance à bien vous endormir le soir et à plutôt bien dormir. Mais à l'inverse, si votre journée elle a été très chargée en soucis et en tracas divers, l'endormissement sera beaucoup plus compliqué. Mais l'inverse est vrai également. Si vous avez bien dormi toute la nuit, vous vous levez du bon pied en principe et votre journée peut bien commencer. Mais si, au cours de votre nuit, vous n'avez cessé de vous réveiller et qu'au cours de vos éveils, vos soucis de la journée remontaient, bien difficile le lendemain d'être en pleine forme pour démarrer sa journée. Donc c'est ce lien qui est repérable dans ce rythme veille-sommeil. Au cours de ce rythme veille-sommeil, nous avons effectivement plusieurs systèmes qui ont une rythmicité circadienne et qui doivent donc rester synchronisés. Le premier, c'est celui qui concerne notre niveau de vigilance. De vigilance physiologique, qui est celui qui doit avoir, cette vigilance physiologique, elle doit avoir un bon niveau si on veut être capable d'être attentif, concentré, etc. Ce niveau de vigilance passe par un creux dans la nuit, toujours à la même heure à peu près. Et ça c'est vrai chez tout le monde, il va toujours être au plus bas dans la nuit, y compris chez les travailleurs de nuit, surtout quand ils ne travaillent pas depuis des années, toutes les nuits. C'est périodique, que c'est changeant. Il y aura toujours ce creux de vigilance qui apparaîtra, même si on est éveillé et qu'on doit être attentif et faire son travail. Cette vigilance, elle va s'éveiller, s'augmenter après notre éveil le matin. Elle va être d'un bon niveau tout au long de la matinée. Et 12 heures après être passée par un creux dans la nuit, eh bien elle va baisser à nouveau. Elle va avoir tendance à remonter dans l'après-midi, mais on a pu constater que chez les enfants qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux de maternelle et d'élémentaire, elle ne revient jamais à son niveau du matin. Elle remonte par rapport à cette baisse qu'elle a eue 12 heures après le creux de nuit, mais elle ne revient pas au niveau du matin. Et c'est à l'adolescence que les choses vont un peu changer. On a un deuxième système qui a une rythmicité circadienne, c'est notre température centrale. Il n'y a pas que quand on a de la fièvre que notre température change, elle change de manière circadienne. Elle passe elle aussi par un creux dans la nuit, en même temps que la vigilance. Elle est au plus bas à ce moment-là. C'est quelque chose que, éventuellement, vous pouvez ressentir, c'est le moment de la nuit où vous allez subitement vous réveiller parce que vous avez froid. Ça vous réveille, puis vous constatez que finalement, c'est parce que vous avez perdu votre couette ou votre couverture. Elle a glissé, donc vous vous recouvrez et la température remonte. Eh bien, vous étiez au creux de température. Donc on peut connaître son propre fonctionnement en repérant ces indicateurs qui permettent de savoir quand sont nos creux, quand sont au contraire nos bons niveaux.
La température, elle va commencer à augmenter environ entre 1 heure et 1 heure et demie avant le déclenchement de notre horloge qu'on appelle d'éveil spontané. Et là, je parle bien de votre horloge à chacun d'entre vous, qui n'est pas forcément, je dis bien pas forcément, celle du réveil que vous devez faire sonner le matin pour ne pas être en retard au boulot. Et je ne dis pas forcément, parce qu'il a été prouvé, à travers des études épidémiologiques qui ont été faites, que dans la population générale d'adultes, cette horloge d'éveil spontané fonctionne entre 6h et 9h du matin. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont une horloge à 6h du matin, des personnes à 9h du matin. Il a aussi été démontré qu'on a beaucoup plus de monde qui ont une horloge plutôt autour de 6-7 heures du matin que de personnes qui l'ont à 9 heures du matin. Et surtout, ce qu'il a été démontré, c'est que chez les enfants jeunes, cette horloge, elle est toujours du côté de 6-7 heures du matin. Et c'est à l'adolescence que ça change. Qui n'a pas essayé dans cette salle de coucher tardivement son jeune enfant le samedi soir avec le secret espoir de faire la grasse matinée le dimanche matin? Et ça donne quoi? Eh bien, ça donne qu'il est réveillé comme d'habitude. Eh bien, tant mieux, ça veut dire que ces horloges fonctionnent bien. Parce que c'est bien ça que ça veut dire. Donc, effectivement, c'est important de le savoir. Et donc, notre température, elle commence à augmenter environ 1 heure et demie avant ce moment-là, et puis ensuite, elle atteint un plateau une fois qu'on est réveillé. Ce plateau va perdurer toute la matinée. 12 heures après être passée par un creux dans la nuit, elle baisse, en même temps que la vigilance. Et tout comme la vigilance, elle va avoir tendance à remonter dans l'après-midi, mais beaucoup moins qu'elle ne l'était le matin, en particulier pour les enfants qui nous intéressent. Et cette température va de nouveau baisser à un moment très particulier qui va arriver en fin de journée, en début de soirée, ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend de la personne, etc. Elle va baisser. Et là également, c'est un indicateur qu'on peut avoir, puisque c'est le moment où on va subitement ressentir un coup de froid. On va se mettre à bâiller en même temps qu'on ressent ce coup de froid. Et là, c'est aux adultes que je m'adresse, mais chez les enfants, c'est la même chose. Quand on ressent ce coup de froid, la plupart du temps, on est occupé à faire quelque chose de tellement intéressant et important qu'on va quand même pas s'arrêter à un petit coup de froid. Conclusion, on se prend la petite laine pour ne pas s'enrhumer plus, puis on continue. Et pour peu qu'on soit devant un écran, on se dit, bah, j'avais bien raison, parce que finalement, un quart d'heure après, on est reparti pour un tour, et puis on va jusqu'au bout de ce qu'on avait commencé, que ce soit un film à regarder, ou bien quelque chose qu'on faisait sur l'écran, on va jusqu'au bout. Et on dit, on avait raison. Et moi, je vais vous dire ce soir, ben non, vous avez tort, parce que vous avez loupé votre heure d'endormissement. Puisqu'en fait, cette température que l'on ressent comme baissant indique que le cerveau est prêt à s'endormir. Donc on doit absolument l'entendre. Et quand un enfant dit qu'il a froid, c'est pas le moment de lui dire de se mettre devant un radiateur ou de se prendre une couverture. C'est au contraire le moment de lui dire qu'il faut se préparer à aller dormir parce qu'on va vite s'endormir à ce moment-là et on sera sûr alors de faire toute une bonne nuit. Du coup, on a une demi-heure avant la possibilité de mettre en place un rituel qui va aider l'enfant à s'y préparer, etc., puisqu'on sait à quelle heure il va pouvoir s'endormir. On a un troisième système qui a une rythmicité circadienne, qui est une hormone cette fois-ci, et une hormone importante puisque c'est l'hormone du stress. Donc c'est celle dont on doit vérifier de temps en temps son niveau pour savoir si on n'est pas trop en stress. Ça se fait par un bilan sanguin, tout bêtement. Le cortisol, il passe par un creux dans la nuit. Il est sécrété, il est fabriqué dans notre organisme, le cortisol. Il passe par son creux dans la nuit, en même temps que la vigilance et que la température. Mais lui voit sa sécrétion augmenter très très rapidement. Puisqu'enfin, en fait, il atteint son plus haut niveau, ce que l'on appelle le pic de cortisol, juste avant notre éveil spontané. Et c'est finalement cette atteinte du pic de cortisol qui nous réveille et qui nous dit que notre journée, ben ça y est, on peut la démarrer, on est éveillé. Ce bon niveau de cortisol va rester tout au long de la matinée. 12 heures après être passé par un creux dans la nuit, il baisse, en même temps que la vigilance et que la température. Et lui ne revient jamais à son niveau du matin. Il va continuer de baisser doucement tout au long de l'après-midi, baisser fortement en soirée, être au plus bas dans la nuit. Ça veut simplement dire que le jour où un médecin vous conseille de faire un bilan sanguin pour vérifier votre taux de cortisol,
n'allez surtout pas faire votre prise de sang à 4 heures de l'après-midi, vous n'aurez plus votre niveau de cortisol. Il aura baissé, donc vous ne saurez pas quel est votre vrai taux de cortisol. Et enfin, un quatrième système qui a lui aussi une rythmicité circadienne, c'est une autre hormone, l'hormone du sommeil, qu'on appelle la mélatonine. La mélatonine, elle est synthétisée dans une glande du cerveau qui est en lien indirect avec l'horloge qui se trouve derrière les yeux. La synthèse de mélatonine ne se fait que la nuit, au cours de la nuit. Quand on se réveille le matin, dès qu'on se retrouve à la lumière naturelle, sa synthèse s'interrompt complètement, elle s'arrête. Et en revanche, elle va se remettre en route en fin de journée. Et c'est finalement la remise en route de la synthèse de mélatonine qui va permettre à la température de baisser, la vigilance et le cortisol également, et provoquer l'endormissement. Et donc je viens vous donner un exemple très concret de ce qu'est le respect des rythmes biologiques de nos enfants, mais des vôtres aussi. Hein. C'est la même chose. Alors ma première question, c'est justement, qui parmi vous peut me dire que tous les jours il respecte ces rythmes biologiques et qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent? Et qui parmi vous peut me dire que tous les jours il respecte les rythmes biologiques de son enfant? J'ai bien dit tous les jours. Il n'y a pas non plus beaucoup de mains qui se lèvent. Et quand je vois que les mains ne se lèvent pas, je me dis, j'ai bien fait de venir, parce que maintenant vous saurez ce que ça veut dire que respecter les rythmes biologiques, et que peut-être vous pourrez faire en sorte qu'ils soient le mieux respectés possible. Parce qu'il faut que vous compreniez que c'est ce non-respect des rythmes biologiques qui explique la grande fatigue des enfants. Je passe à une autre catégorie de rythmes qui sont des rythmes plus longs, les rythmes infradiens. Et là aussi, je vais en prendre deux exemples. Le premier, c'est celui d'un rythme qui est strictement féminin, qui est le rythme de menstruation chez la femme. Et tous ces rythmes-là ont été beaucoup étudiés dans les années 90 par des chercheurs qui s'intéressaient aux rythmes biologiques et qui finalement se disaient, mais est-ce que ce sont vraiment des rythmes, est-ce qu'ils sont réguliers, et quels effets ils ont sur notre organisme? Donc il y a eu des tas d'études qui ont été faites là-dessus. Ce rythme-là a été étudié dans les années 90 avec des publications. Et effectivement, on a prouvé que c'était bien un rythme infradien, puisqu'il a en principe une période régulière, qui chez une femme peut être de 28 jours, mais chez une autre peut être de 31 jours. Et chez une même, ça devrait être régulier. C'est un rythme qui joue sur l'ensemble de l'organisme, puisque ces expériences dont je vous parle ont montré qu'au cours du mois, les femmes sont obligées, à certains moments du mois, pendant quelques jours, de faire davantage d'efforts pour être aussi efficients et avoir le même niveau de performance à des activités qui requièrent beaucoup d'attention, beaucoup de concentration et même de la mémorisation. C'est lié à ce rythme infradien. Il joue également sur l'ensemble de nos systèmes hormonaux. Et il joue en particulier sur un système qu'on appelle le système thymique. Qu'est-ce que c'est que le système thymique? C'est le système régulateur de l'humeur. Et vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire. Alors comme nous savons tous et toutes dans cette salle que nous sommes toujours de bonne humeur, ça c'est un fait avéré, ça veut donc dire qu'il en est parmi vous qui, quelques jours dans le mois, connaissent un changement d'humeur et vont avoir des moments de mauvaise humeur. Alors je vais les rassurer ce soir en leur disant qu'elles n'y peuvent strictement rien, puisque c'est leur rythme infradien qui s'exprime. Et comme il est génétiquement programmé, on ne peut pas le bousculer.